Ça fait des années qu'on est catégorisé de complotiste si on se permet d'évoquer l'idée, ou carrément de dire, comme je le fais depuis longtemps, que les réseaux sociaux sont dirigés par des personnes qui ont le pouvoir, le libre arbitre, de décider de si tes vidéos, elles vont fonctionner ou bien elles vont bider. Et ça, je le dis encore plus, depuis que le DSA a été mis en pratique. DSA qui est une loi et un projet qui a été mis en œuvre pour pouvoir réguler les plateformes numériques et pouvoir protéger les citoyens des contenus qui ne devraient pas être partagés. Tout en protégeant la liberté d'expression quand même, attention. En clair, on nous l'a vendu comme ça. C'est une nouvelle réglementation qui va entrer en vigueur demain matin et dont l'objectif est de lutter contre les contenus illicites sur les réseaux sociaux. Autre exemple sur TikTok, ça nous est tous arrivé à condition d'être sur TikTok. Si vous regardez des recettes de cuisine, rapidement vous n'allez voir que ça, des recettes de cuisine, de la nourriture, parce que ça va vous intéresser. Et ces contenus personnalisés, ils ont plusieurs conséquences. La première, c'est que vous allez passer des heures sur les réseaux parce que c'est très addictif. La deuxième, c'est que vous risquez de vous radicaliser. Si on va vous montrer uniquement les choses qui vous énervent ou qui vous font réagir et rapidement vous n'allez voir que ça. Et puis on a moi et d'autres personnes qui ne font que expliquer que ça a amené surtout beaucoup de problèmes puisqu'on se retrouve avec des personnes qui ont la main mise et le pouvoir total de décider de si nos vidéos ou non vont performer, vont fonctionner ou si au contraire elles vont bider parce que on ne représente par exemple pas leurs opinions. Imaginez un instant que je vais sortir une vidéo sur un sujet actuel par exemple, et que cette vidéo ne plaise pas forcément à quelqu'un qui est au sein de ces équipes de modération de la loi DSA. Bon moi ce que j'explique depuis longtemps, c'est qu'il a simplement un bouton à côté de ses vidéos, il clique dessus, et sans même que je sois au courant ou que n'importe qui soit au courant, la vidéo va complètement bider. Elle ne va plus marcher. À dire ça, ça fait de moi apparemment un complotiste depuis des années. Imaginez un instant maintenant qu'il y a 2 jours, on apprenne que j'avais raison. Mais de A à Z, 100%, j'avais raison. On vient d'avoir les représentants des plus grandes plateformes numériques en France qui ont été commissionnés, d'accord, par le gouvernement français. Et évidemment, les représentants de tous ces réseaux, YouTube, Twitter, Insta, ils vont être obligés de tout déballer. Parce qu'on n'a pas le droit de mentir dans cette situation. Prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Et le système il est simple, comme on a beaucoup de vidéos à modérer là en l'occurrence sur YouTube, eh bien ils peuvent pas s'occuper de tout le contenu qui est à gérer. Du coup ils vont faire appel à des signaleurs de confiance, donc des associations, des ONG, qui vont tout simplement décider, en ayant une vidéo sur les yeux qui commence à faire des vues, est-ce que oui ou non, elle mérite de faire des vues, en fonction du message qu'elle fait passer, en fonction des opinions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient personnelles, et à partir de là, t'as pas intérêt à dire ou montrer un truc qui leur plaise pas. Sinon ta vidéo, elle ressemble à celle que j'ai postée hier. Je vais vous montrer la courbe d'une vidéo saine, ce qui est normalement censé se passer à chaque fois que tu postes une vidéo, par exemple là sur YouTube. Et maintenant, je vais vous montrer la courbe de la vidéo que j'ai postée hier. Et c'est là où je me rends compte que j'ai été complètement à côté de la plaque quand même depuis le début. Ça fait des années que je parle de shadowban, comme certains autres créateurs, mais en vérité, les outils qu'ils disposent et les outils qu'ils ont entre les mains, mais c'est 1000 fois plus puissant. Ça va pas simplement se limiter à ne plus afficher les vidéos en proposition sur le côté, ça va être carrément de tuer la vidéo sur place. Elle va être totalement effacée de la plateforme visuellement. C'est-à-dire que le seul moyen pour cette vidéo après de pouvoir avoir de l'acquisition, de faire de nouvelles vues, c'est que quelqu'un, dans le moteur de recherche YouTube, tape le pseudo de ta chaîne, clique sur ta chaîne, clique sur l'onglet vidéo, dernière vidéo, et ensuite clique sur ta vidéo. Sinon, t'as aucune idée que ce contenu existe. Eh bien, ça maintenant, je le sais, et vous allez le savoir aussi. Parce qu'on a toutes les preuves et ils ont du tout avoué. Vous savez qu'on a un parti pris côté YouTube qui est de donner une prime aux contenus qui font autorité ou aux contenus fiables, et donc de remonter dans un certain nombre de cas les contenus de médias, mais pas que, aussi des contenus de créateurs qui peuvent être jugés particulièrement fiables, notamment en réponse à des recherches sur des thèmes de société. On a une prime pour les contenus issus de médias ou de ce qu'on va appeler des sources qui font autorité, et donc on va les afficher de manière proéminente dans un certain nombre de cas. Donc YouTube va nous expliquer déjà que les chaînes médias qui sont reconnues, on leur octroie déjà une confiance et du coup leur contenu va être poussé en avant. Ce que j'ai mentionné peut être tempéré par le fait que l'on réduise la visibilité des contenus qui sont à la limite de franchir nos conditions d'utilisation mais qui ne les franchissent pas. On a 2 systèmes qui vont dans le sens totalement opposé au fait de mettre en avant des contenus qui potentiellement génèrent du clash. Dans un second temps, on va réduire les contenus qui ne violent ni la loi française. Vous savez qu'on a 2 grilles de lecture pour revoir les contenus selon YouTube. On a la loi française et les conditions d'utilisation, le règlement de la communauté sur la plateforme. Et parfois, on n'est pas en capacité de supprimer des contenus qui sont potentiellement nuisibles ou qu'on ne souhaiterait pas voir recommandés, mais qui ne franchissent
ni la ligne de la loi française, ni nos conditions d'utilisation. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place, c'est de réduire la viralité et la visibilité de ces contenus en ne les recommandant plus. Et donc, dans un certain nombre de cas, c'est ce qu'on fait. Et là, on est en train de mettre le doigt sur le vrai problème. Il y a des contenus qui respectent la loi, hein, et qui respectent aussi les guidelines de YouTube, qui respectent toutes les règles de YouTube. Donc, il y a des contenus qui respectent toutes les règles. Mais nous, je veux dire, voilà, ça nous correspond pas trop, ça nous plaît pas trop quand même ce qui est dit. Donc on va les torpiller. Et c'est pas que YouTube, hein. Twitter, c'est exactement la même chose. Toutes les plateformes, en vérité, sont régies par le même système qui est, je trouve, une censure totale, en vérité. On réfléchit beaucoup à la question de la granularité de la modération. Il y a tous les contenus, comme vous avez expliqué, Monsieur le Président, qui sont du domaine du clash, qui sont un petit peu des contenus gris, pour lesquels, en fait, on va développer, par exemple, ce qu'on appelle des filtres de visibilité. Donc, on a lancé la politique qui s'appelle... Enfin, c'est pas une politique, c'est une action de modération qui s'appelle Freedom of Speech is not freedom of speech. Ça veut dire qu'en fait, on va mettre un filtre sur le contenu en question en disant voilà, le contenu considère à une violation potentiellement moins grave de certaines de nos règles, mais on l'affiche comme tel. Et en fait, on va le déamplifier algorithmiquement et on va empêcher les gens d'engager avec ce contenu. Donc c'est une façon d'agir de façon un petit peu plus granulaire sur des contenus qui peuvent être un peu plus gris, mais d'autant, pour autant quand même sensibles. Et du coup, c'est quoi une zone grise en fait? C'est quoi un contenu qui pourrait potentiellement créer du clash, potentiellement toucher à un sujet sensible? Donc là maintenant, je veux parler d'un sujet d'actualité. Malheureusement, ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient. Bon bah si j'ai envie de montrer aux gens là-bas ce qui se passe, si j'ai envie de montrer aux gens le déroulé des événements, derrière, il y a quelqu'un qui passe tranquille, il voit que mon contenu commence à devenir viral, il fait beaucoup de vues, il fait beaucoup de commentaires, mais bon, les gens sont pas d'accord dans les commentaires, parce qu'évidemment, c'est des topics, c'est des sujets qui scindent, qui divisent. Bon bah là, vous savez quoi les gars, on va torpiller la vidéo. Vaut mieux parce que de toute façon, il y aura jamais des gens d'accord sur le sujet, ils seront jamais contents entre eux. Vaut mieux que ce sujet, on le balaye, on le foute sous un tapis. À part si t'es un média reconnu et de confiance. Alors là, pour le coup, c'est sûr, aux médias, on peut leur faire confiance, hein. Ils sont pas du tout biaisés, ils n'ont pas du tout de narrative à appliquer dans leur reportage. C'est neutre à 100%, eux, ils ont le droit. Bon bah du coup ça explique sûrement pourquoi cette vidéo s'est fait torpiller, et puis cette vidéo s'est fait torpiller, et puis aussi bah cette vidéo s'est fait torpiller, et cette vidéo s'est fait torpiller, et cette vidéo s'est fait torpiller. Là actuellement c'est que par exemple c'est pas possible pour ce programme en fait d'être un créateur de contenu en faisant la promotion, en se basant par exemple sur des événements de l'actualité sensible. Donc c'est pas possible en fait de monétiser par exemple par rapport à une tragédie qui se serait passée, etc., etc. Bon ça coule de source, mais voilà c'est une des règles. D'accord. Allez-y. Mais je trouve ça dingue que ces plateformes ne se rendent pas compte que, justement, c'est la situation qu'il faut éviter à tout prix. Empêcher les créateurs qui parlent d'actualité, qui parlent de sujets sensibles, actuels, qui touchent les gens, de pouvoir générer des revenus avec leurs vidéos. Ça veut dire qu'il faut faire ça bénévolement. Tu vas passer des jours et des jours, ta vie entière, tes journées, du matin jusqu'au soir, à presque, même en réalité, faire un travail journalistique. Mais tout ça, c'est pour des pommes. Parce que on n'a pas envie que tu puisses te rémunérer sur les vidéos et l'engagement que les gens ils ont par rapport à ton contenu. Du coup, le seul moyen de pouvoir parler d'actualité, d'afficher les problèmes de société, c'est de faire partie d'un média qui lui est financé par quelqu'un qui a des idéologies politiques au final. C'est le seul moyen de parler de l'actualité, de parler politique, de parler de sujets qui peuvent être sensibles. C'est en étant payé par quelqu'un qui justement de base crée un média parce qu'il veut infuser, il veut injecter ses propres idées personnelles. Mais ça n'a aucun sens, la neutralité n'existera jamais au final. Je tiens aussi à rassurer sur le fait que les contenus positifs sur c'est le mois des fiertés, donc sur les droits des LGBTQ sont suivis par plusieurs millions, des audiences à plusieurs millions de personnes, sur le changement climatique aussi. Donc on a vraiment de choses très positives qui même pourraient faire de l'ombre à ces choses négatives, et donc il n'y a pas de préférence pour des choses négatives par rapport à des choses positives, je tiens à rassurer sur ça. Bon par contre on peut être rassuré, hein. On peut être rassuré, les activistes pro-LGBT, pro-transition de genre, ils sont pas poussés en bas. Après, il y a effectivement, est-ce qu'il y a une forme d'émotion dans ce que partagent les gens, et donc du coup potentiellement ça suscite de l'engagement autour d'événements internationaux qui peuvent choquer, qui peuvent amener à réfléchir, etc. Donc tout dépend de ça. Ce qui suscite en fait de l'engagement chez les gens en fait va effectivement faire remonter ces contenus dans le fil de recommandation, parce que les gens vont le partager, vont liker, etc. Donc en fait l'algorithme va partir du principe que potentiellement ça intéresse. Ensuite, ça m'amène à réfléchir un petit peu ce que vous dites autour de est-ce qu'on a intérêt à pousser
pousser ce type de contenu. Pour revenir au modèle économique, c'est qu'on travaille beaucoup avec des annonceurs qui sont des marques et dont en fait l'intérêt pour eux c'est d'avoir un environnement qui est safe. Est-ce que c'est dans notre intérêt? Moi, à mon avis, non. On n'a absolument aucun intérêt à pousser ces contenus. Encore une fois, on va plutôt dans la direction opposée en déviralisant même ce qui ne contrevient pas directement à nos conditions d'utilisation. Ces contenus-là ne sont pas particulièrement attractifs pour les annonceurs et je précise même que on a la possibilité sur YouTube de démonétiser certains contenus et les contenus qui sont déviralisés sont par essence des contenus qui ont vocation également à être démonétisés. Et là, on en revient toujours au nerf de la guerre, la tunasse, la monnaie, la YouTube monnaie, ou l'argent en fait de toutes les autres plateformes. De peur de voir des marques se barrer et arrêter de financer des campagnes publicitaires sur les plateformes, ils préfèrent lisser et enlever complètement tous les contenus qui potentiellement seraient un peu tendancieux. Et ça les dérange énormément parce que d'un autre côté, ces sujets d'actualité, c'est ce que les gens veulent le plus voir. On pourrait croire que ce qui plaît le plus aux personnes, c'est du Noxtag, du Michou, mais c'est pas la réalité des choses. Ces youtubeurs, ils font des millions de vues, bon, principalement parce que leur contenu, il est quand même extrêmement travaillé, il y a toujours de la qualité, il y a beaucoup d'investissement, c'est pas nul, donc on peut saisir ça, mais c'est aussi surtout parce que la majorité de leur public, la majorité des personnes qui regardent leurs vidéos, ce sont des enfants. Et les enfants, on l'a toujours su, je l'ai toujours dit depuis des années, c'est littéralement la mine d'or des réseaux sociaux. Et pour une raison assez simple, c'est parce qu'ils n'ont que ça à foutre de leur vie, de leur journée, de leur soirée. En comparaison, les gens qui regardent ma chaîne, je l'ai sur mes statistiques, j'ai principalement des trentenaires et des quarantenaires. C'est des gens qui ont une vie active, qui vont au travail, qui ont une famille, une femme, un mari, qui ont souvent des enfants. Donc le temps alloué à pouvoir se poser, lancer une vidéo et regarder les vidéos sur ma chaîne, il est super restreint. C'est peut-être une demi-heure par-ci, 20 minutes par-là. C'est pas quelque chose qui est consistant et qui va tourner 24 sur 24, 7 sur 7. Mais les gens qui vont regarder une vidéo de Michou, c'est les vidéos qui vont mater dans le bus en allant à l'école, pendant les cours de récré, pendant les études de permanence, sur le bus, le trajet du retour pour rentrer chez eux, et puis ensuite ils vont faire que ça, de 17h à 23h pour aller se coucher. C'est leur quotidien en vérité. Ils vont les regarder une fois, puis ils vont les partager avec leurs potes sur les réseaux pour les regarder une seconde fois avec eux, et tant mieux pour eux. Je suis très content que ce genre de créateurs, qui sont surtout dans le créatif, et qui surtout partagent de bonnes vibes, fonctionnent, heureusement. Mais la réalité des choses, c'est que, hormis les enfants, les gens ce qu'ils veulent, c'est surtout des sujets qui les touchent, c'est surtout des sujets qui vont les faire réfléchir. Et elle le dit en plus, elle le dit, les contenus qui fonctionnent le plus et qui deviennent le plus viraux, c'est des vidéos où les gens vont échanger entre eux, des contenus qui vont les faire réfléchir. Et ça fait chier parce que ça correspond pas à ce que les marques elles veulent. Donc on va les torpiller. Sur X, peut-être prolonger ma question avec, j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment répondu au sujet de Monsieur le Président sur les contenus poussés, notamment de Musk et puis de Trump, qui, je pense que c'est pas le fruit de notre imagination. Des médias ont mis ça en évidence. Si je comprends bien, et je veux bien que vous me confirmiez ça, si j'ai bien compris, votre réponse c'est de dire, en effet, de ne pas contester le fait que ces contenus soient poussés par Musk, mais que c'est à nous, utilisateurs, de préciser, d'appuyer sur le bouton qui dit qu'on n'est pas intéressé par le contenu si on veut qu'il disparaisse de notre fil. Est-ce que vous avez eu connaissance de l'enquête de l'Université technologique du Queensland qui montre que l'algorithme de X a été modifié pour augmenter la visibilité des posts de Musk suite à son soutien à Donald Trump? Alors, si la question c'est si j'ai connaissance de cette étude, non, j'ai pas connaissance de cette étude. Si vous pouvez modifier la visibilité de certains posts à caractère politique, c'est donc que vous pouvez de manière plus générale, avoir des effets sur l'algorithme qui dépassent simplement les actions des utilisateurs avec une dimension proactive. Est-ce que vous le confirmez? À ma connaissance, non. À votre connaissance. Après, on va faire une petite parenthèse, parce que ce que je vous montre là, c'est 3h30 que ça dure. Je me suis tapé les 3h30 pour pouvoir en parler avec vous, j'ai envie de fermer les yeux. Mais ils vont aborder le sujet de Trump et Elon Musk. On voit d'ailleurs qu'ils n'ont pas l'air très fans, honnêtement. Ce qui est pas si choquant que ça, parce qu'il me semble que là, le président de la commission, c'est un député PS, qui a ensuite été réélu récemment sous la bannière NFP. Donc voilà, ce sont pas trop des opinions qui s'alignent. Mais ils vont aborder le sujet comme quoi Trump et Elon Musk seraient poussés en avant sur des plateformes comme X, par exemple. Peut-être qu'on peut faire un premier tour sur le nombre de modérateurs. Dans le dernier rapport remis à la Commission européenne, on avait un peu plus de 400 personnes francophones qui travaillaient sur les contenus français dans l'Union européenne, conformément au dernier rapport qu'on a soumis à la Commission
Commission européenne. Et sur la part de sous-traitance, je n'ai pas cette information, donc je vais la demander et je la ferai suivre à vos services. 63 personnes dont la langue maternelle est le français et 73 personnes dont le français est la seconde langue. Et là, on apprend que pour toutes les vidéos francophones, hein, même pas françaises, francophones, sur les millions d'utilisateurs et de volume en France, il y a 60 personnes qui ont la décision ou le pouvoir complètement omniscient de décider de ça fonctionne pas, ça fonctionne. Non, ça, je veux pas que ça fonctionne. Je veux pas que toi, tu puisses faire des vues. Toi, je te laisse. Toi, je veux pas. Toi, je te laisse. La situation, c'est douille. Toi, tu vis, toi, tu vis, toi, tu crèves. Toi, tu vis, toi, tu vis, toi, tu vis, toi, tu vis, toi, tu crèves. Ah oui, je sais pas comment aborder ce sujet parce que j'espère avoir mal compris. J'espère avoir mal compris, honnêtement. S'il vous plaît, dans les commentaires, dites-moi que c'est moi qui me méprends. Ils seraient pas quand même en train de dire qu'ils ont aussi accès et ils lisent les messages privés qu'on a sur les plateformes, les DM, pour ensuite décider de si oui ou non une personne pourrait être problématique dans le futur ou pas. Je précise également qu'on dispose de ce qu'on appelle un intelligence desk ou un bureau de renseignement. On parle de modération, mais il y a aussi des équipes qui interviennent en amont de la modération pour essayer de regarder ce qui se passe sur l'intégralité du web, l'intégralité des plateformes, également les messageries privées, pour anticiper les menaces qui peuvent ensuite arriver sur notre plateforme. Je le précise parce que c'est des équipes de francophones qui sont parfaitement au courant du contexte local et qui sont en capacité de réagir extrêmement rapidement lorsqu'un incident survient. J'espère que j'ai pas compris. Et là, je suis pas ironique en disant ça. Hein. Ça me semble tellement impossible que je suppose que c'est juste moi qui suis complètement débile et je comprends pas. Parce que là, moi, quand j'entends ça, j'ai simplement l'impression qu'ils sont en train de dire qu'ils lisent aussi les messages privés des plateformes. Ça me semble... Non, je veux pas y croire. Que quelqu'un fasse le taf à ma place et essaye de pouvoir vérifier cette information, j'espère que j'ai pas compris. Suite à... on a pu voir une montée de l'antisémitisme en Europe suite aux événements du 7 octobre. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait évoluer, en fait, la façon dont l'antisémitisme pouvait évoluer sur la plateforme avec des nouveaux termes, des nouveaux usages, des nouvelles pratiques, malheureusement. Et en fait, on a fait changer en fait nos outils de formation en interne qu'on a pu envoyer à des modérateurs contractuels pour qu'ils se mettent à jour en fait de cette nouvelle. Une des raisons pour laquelle on veut aussi amener plus de gens en interne, c'est que ça permet aussi de mieux les former par rapport à nos règles et la façon dont on les applique, mais en tout cas, ça fait partie des choses qu'on met à jour. Ok, donc là, il nous explique qu'un des combats principaux qu'ils ont eu ces dernières années, vraiment le fer de lance du projet, c'était de pouvoir protéger les juifs de la plateforme pour qu'il n'y ait pas d'antisémitisme. On a besoin de flexibilité, on fait évoluer nos politiques de retrait de manière extrêmement fréquente. Je pense qu'un exemple qui a été le plus marquant, c'était à l'époque de la pandémie de Covid, avec des injonctions, y compris du corps médical, qui étaient totalement contradictoires. Je pense notamment à la prise d'hydroxychloroquine, et donc le besoin pour nous de retirer, en tout cas d'avoir un point de vue sur certains contenus et de les retirer le plus rapidement possible. Tout ça pour vous dire qu'on fait évoluer ces politiques de retrait extrêmement régulièrement pour tenir compte notamment des événements internationaux, et je pense aux conflits qui sont en train de se dérouler actuellement. Ah, bah, on arrive enfin à un sujet qui, pour le coup, me concerne là en ce moment même. Déjà, ça me fait marrer parce que à l'époque, hein, de la pandémie, les masques, etc., quand je disais à tout le monde que si on osait parler de cette pandémie, qu'on osait aborder le sujet, on se faisait torpiller nos vidéos. Et évidemment, météo, t'es un complotiste. C'est ridicule, arrête de tomber dans tous les complots comme ça. Ma merde, j'avais encore raison. Bah rip. Et là d'ailleurs, ils sont en train d'expliquer aussi que du coup, avec ce qui se passe en ce moment, eh bien là aussi, ce sont des contenus, si tu n'es pas poussé dans le dos, parce que tu n'es pas un média auquel on a attribué la clé d'or permettant de pouvoir discuter au bas peuple, pour le coup, tu peux aussi aller te faire foutre, quoi. C'est sûrement pour ça que je me retrouve avec des courbes pareilles. Vous, en tant que personne externe, vous cliquez sur ma chaîne, vous voyez que les vidéos font 400 000 vues, 500 000 vues, 380 000 vues, vous dites « Mais non, ta chaîne, elle fonctionne très bien ». Mais en fait, vous n'avez simplement pas les statistiques, et c'est pour ça que je comprends que vous soyez, probablement pour certains, beaucoup dans l'erreur. Mais en fait, c'est une situation de catastrophe. Parce que ces 400 000 vues, ils vont être faits en 2 jours, et puis ensuite, plus rien. Elle va se faire complètement bloquer, la vidéo. Elle ne sera pas capable d'avoir d'autres acquisitions. Donc de l'extérieur, on pourrait juste se dire « Oh, c'est cool, il fait 400 000 vues par vidéo ». Mais moi, à l'intérieur du QG, là, je vois surtout des vidéos qui, normalement, devraient faire 800 000, 1 million de vues, 1 300 000 vues. Et c'est ça, le problème. C'est de se faire bloquer la viralité de son contenu. C'est une catastrophe. Ah, ce qu'il dit et ce qu'il montre, voilà,
ça s'aligne pas trop avec la narration du gouvernement actuel, avec notre narration à nous, donc ce serait mieux que la vidéo elle arrête de faire des vues. Bon, on le voit comme maintenant, elle en a déjà fait 200 000 cette nuit, merde, on aurait dû réagir plus vite. Mais vaut mieux couper à 200 000 que couper à 1 million. Donc ce que vous dites, c'est que vous nous incitez à revoir peut-être le droit en la matière sur des zones qu'on appelle des zones grises, qu'il s'agisse des propos que vous évoquez, ou peut-être de la question du sexisme, du masculinisme, puisque ça a fait l'objet d'une actualité récente, continue et subsistante. Vous diriez que voilà, vous avez besoin que le droit soit voilà, plus clair sur ces sujets-là pour que vous puissiez vous-même retirer le contenu. En d'autres termes, est-ce que vous ne pourriez pas vous-même durcir vos conditions, votre règlement interne? Comment ça se fait que vous ne pouvez pas être parfois mieux disant que le droit en vigueur? Est-ce que vous ne pouvez pas vous-même avoir une part pas de libre arbitre, enfin si de libre arbitre d'une certaine manière, et avoir des conditions générales d'utilisation plus protectrices que celles qui régissent l'espace social en général? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas des conditions générales d'utilisation qui finalement soient plus vertueuses aujourd'hui que le droit et qui vous permettraient finalement d'avoir des personnes qui viennent sur votre plateforme, qui doivent accepter les conditions générales d'utilisation et qui donc acceptent évidemment, par exemple, en l'occurrence, de ne pas tenir de propos sexistes? Ça peut paraître évident. Vous pourriez être mieux disant, on va dire. Alors là, c'est quand même assez hallucinant. On a la commission qui est littéralement en train de dire à tous ces géants des réseaux sociaux, oui, d'un autre côté, il y a quand même beaucoup de choses qui ne nous plaisent pas. Malheureusement, on fait pas les lois. Ce serait pas possible, par exemple, je sais pas, d'appliquer des lois qui ne sont même pas dans la Constitution française. Parce que, vous voyez, ce genre de vidéos, par exemple, nous, elles nous plaisent pas. Mais on peut pas les faire interdire, parce que la loi ne les interdit pas. Ça serait sympa que vous les interdisez, en fait. Ça nous ferait plaisir, en fait. Parce que le problème de tout ça, c'est qu'il faut identifier. Et qui décide d'identifier? Qui trace les lignes? C'est quoi, par exemple, un contenu masculiniste? Pour elle, pour cette dame-là. C'est quoi ce type de contenu? C'est un mec en mode full red pill qui va tenir des propos indécents et pour le coup, ces gens-là, ils sont souvent problématiques. Ou bien ça va être des gens qui vont partager des idées qui seront peut-être un petit peu plus conservatrices et qui va dire en vidéo, bah désolé pour moi, il y a que deux genres. Il y a les hommes et la femme et c'est tout. Il y a rien d'autre. Parce que moi, par exemple, j'ai le droit d'avoir cet avis quand même. J'ai le droit d'estimer qu'il n'y ait que deux genres sur Terre. Les hommes et les femmes. Voilà, la science me paraît assez catégorique sur le sujet. Le délire de l'âme qui a spawn dans le mauvais corps, c'est pas quelque chose voilà, qui est efficace en termes d'arguments sur moi. Donc voilà, j'estime par exemple qu'il n'y ait que deux genres. Mais j'aurais pas le droit de communiquer cet avis en fait, parce que comme ça coïncide pas avec la narrative actuelle, et ben ça fait de moi une personne à problème. Donc j'ai pas le droit de m'exprimer, j'ai pas le droit de partager, de devenir viral, j'ai pas le droit de pouvoir échanger, de voir qu'il y ait d'autres personnes qui pensent comme moi. On va où en fait? Dans cette histoire, on va où? Maintenant, attention, hein, deux poids, deux mesures. Je suis d'accord qu'il y a énormément d'influenceurs, de contenu sur les plateformes actuellement qui n'ont pas lieu d'être. Je voudrais que la situation de la femme recule de 80 ans, c'est inadmissible. Et je suis d'accord qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être modérées. Le problème, c'est qu'on peut pas décider qu'il y ait que 4 pélos dans un coin qui décident pour des millions d'autres personnes. Du moment qu'on va pas dans des extrêmes qui sont évidents pour tout le monde. Qui peut décider tout ça? Et pourquoi on laisserait le choix à une poignée de personnes de décider ce qui est correct ou pas correct? Surtout quand c'est dans des choses qui sont tellement nuancées et tellement personnelles. Bon, par contre, je dois quand même leur laisser une big win. Il en fallait au moins une. Le président de la commission a quand même abordé un sujet que j'estime est extrêmement important. Par exemple, quand on dit voilà un extrait, l'intégralité sur mon compte, vous modérez ou vous modérez pas? Bah ça normalement, si c'est un contenu qui renvoie vers un autre compte et qu'on considère que le compte est malveillant, on va modérer en bloquant le compte. Ma question c'est si je suis acteur, que j'utilise X pour poster des extraits de mes vidéos et que derrière je renvoie vers mon compte. C'est autorisé ou c'est pas autorisé? Bon, c'est autorisé. Alors oui, comme j'expliquais. Par exemple, là, si je mets une vidéo, nouvelle vidéo avec machin, voilà, la vidéo en exclusivité sur son compte, paf, le compte, ça c'est autorisé. Honnêtement, c'est compliqué pour moi de vous répondre parce que je suis pas à la modération, mais si c'est consenti derrière un fil de visibilité et sur un compte restreint, a priori c'est pas interdit. J'ai jamais mis à aucun moment ma pièce d'identité pour avoir accès à ce contenu. C'est normal ou c'est pas normal? Je suis 100% d'accord avec lui sur ce topic-là. Là, pour le coup, il a toute mon attention. Je suis d'accord avec lui, ça, ce n'est pas normal. C'est une catastrophe. On en voit de partout. TikTok, Instagram, YouTube, Twitch, Twitter. Ça, il faut s'en occuper, mais très rapidement, parce qu'on est vraiment en train de détruire la jeunesse de notre population. Ah, mais évidemment que tous ces gens, ils se sont retournés le cerveau
à cause de ces personnes, de ces influenceurs qui se servent de réseaux mainstream pour les renvoyer dans leur autre réseau beaucoup moins mainstream. Bref, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, abonnez-vous à la chaîne. Parce que c'est pas dit que vous voyez les prochaines vidéos. C'était Théo, on se retrouve demain pour une autre vidéo.